Si un jour le chômage dépassait 500 000 personnes, ce serait la révolution en France, disait Georges Pompidou en 1967. Un an plus tard éclatait mai 68, alors que notre pays comptait moins de 200 000 chômeurs. C'est après le choc pétrolier de 1973 que le chômage s'est mis à flamber. La barre des 1 million, puis des 2 millions de chômeurs officiels a été franchie, et puis même celle des 3 millions à plusieurs reprises. On a parfois l'impression que tout a été dit, tout a été écrit sur le chômage. Il y a 20 ans, François Mitterrand lâchait d'ailleurs un aveu d'impuissance. Contre le chômage, on a tout essayé. Malgré tout, chaque président a continué d'y aller de sa promesse. Nicolas Sarkozy promettait le plein emploi et François Hollande s'engageait l'an passé à inverser la courbe du chômage. Mais rien à faire. Alors, a-t-on vraiment tout essayé? Non, pas encore. Pas encore tout, nous dit Michel Godet, et pour réduire le chômage, il faut d'abord libérer l'emploi. Bonjour Michel Godet. Bonjour. Alors, libérer l'emploi pour sauver les retraites, c'est le titre de votre dernier livre. Tout n'a pas encore été dit sur le chômage, Michel Godet? Écoutez, puisque vous le dites, on pourrait le croire, mais précisément, je pense exactement l'inverse. En fait, il y a longtemps que je dénonce ce que j'appelle un chômage d'abondance. Puisque le PIB a doublé depuis 1975, la richesse créée, et que dans le même temps, le chômage a quadruplé, puisqu'on était à 500 000, on est passé à 2 millions, voire sextuplé, comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de limite d'ailleurs, on pourra encore aller plus loin, avec des limites sociales peut-être qui vont se poser. Et il faut se poser la question qu'on n'a pas posée suffisamment jusqu'ici, à qui profite le crime du chômage d'abondance? Alors on va en parler, donc ce n'est pas un énième rapport sur le chômage. D'ailleurs, je rappelle que vous aviez déjà publié il y a 20 ans un ouvrage qui s'intitulait « Emploi, le grand mensonge ». Alors en quelques mots, je rappelle que vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, créateur du Cercle des entrepreneurs du futur, membre de l'Académie des technologies et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Et je suis toujours vivant. Et vous êtes toujours vivant. La preuve, c'est que vous êtes là. Sur le chômage, vous dites qu'il y a en France un véritable consensus pour ne strictement rien changer. Et pour reprendre votre expression, c'est d'ailleurs le titre d'un de vos chapitres, à qui profite le crime du chômage d'abondance? Écoutez, la réponse elle est simple, à mes yeux en tout cas, aux acteurs dominants du jeu social. On est dans un monde de rapports de force. Et seuls ce qui compte aujourd'hui, comme hier, c'est d'abord les acteurs les plus puissants. Et donc, que sont l'État, les politiques et les syndicats, les partenaires sociaux. C'est tous les gouvernements, de droite comme de gauche. Bien sûr, bien sûr. Et il en est de même pour les réformes des retraites. Je vous donne simplement un exemple. On a un président de la République qui a déclaré au mois de septembre qu'on n'allait pas prendre le risque de voir les régimes spéciaux dans la rue. Donc on ne ferait pas la réforme des régimes spéciaux qu'on espérait au nom de la justice sociale. Et en revanche, quand il y a des chômeurs qui veulent manifester, vous n'en avez jamais vu être capable de se réunir même à 50 ou 100 pour bloquer le périphérique. Donc il y a une série de groupes sociaux les maillons faibles des rapports de force. Qui ont une certaine cohésion entre eux, oui, et qui maintiennent ce chômage d'abondance oui, que vous évoquez. Tout le système, ils ne veulent pas qu'on touche aux avantages de ceux qui sont en place. D'une autre manière de le dire, plus souple, j'allais dire, c'est qu'on peut dire que la sécurité des uns, qui est excessive à mes yeux, se nourrit de l'insécurité des autres. Un exemple qui est bien connu dans l'enseignement, les statuts de professeurs agrégés certifiés ne sont viables avec leur absentéisme et autres que parce qu'il y a des gens qui sont auxiliaires et qui viennent boucher les trous en tant que de besoin et qui éventuellement sont payés à la tâche. Donc on voit bien qu'il y a toujours dans ce système, une autre image aussi qu'on peut donner, c'est dans une cour de récréation, le jeu des quatre coins. C'est l'image que je donnais il y a 20 ans dans ce livre. Il y a quelqu'un qui est au chômage, qui est au milieu des quatre coins d'une cour de récréation. Et bien s'il reste au milieu, c'est parce que ceux qui sont autour des quatre coins ne bougent pas. Sont des quasi-propriétaires de leur emploi. Alors vous attirez l'attention dans votre livre sur le fait qu'il y a des pays qui ont un chômage faible et vous avez été regardé de très près. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que votre livre est extrêmement documenté, extrêmement sourcé. Il y a des pays qui ont un chômage de moins de 5%, la Norvège, la Suède, l'Autriche, le Japon. Il y a des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni qui ont réussi à baisser ces dernières années leur chômage. Comment font-ils? Quelles leçons faut-il tirer de leur expérience? Écoutez, justement, là, quand vous avez dit tout à l'heure qu'on avait tout essayé, non, il faut être franc, on n'a pas essayé de regarder ce qui marchait chez nos voisins. Et je constate que depuis 30 ans, la France a en moyenne un taux de chômage de 2 points plus élevé que la moyenne européenne, globalement, ça dépend des années évidemment. Et on n'a pas regardé non plus ce qui marchait aussi en France. C'est ça que j'avais montré dans les livres précédents sur la France des bonnes nouvelles. Donc là, j'ai voulu repartir un peu à zéro.
J'ai pris les chiffres, j'ai regardé tous les pays par ordre décroissant ou croissant de chômage. Alors qu'est-ce qui marche par exemple? Et j'ai regardé les caractéristiques principales. Bien, où ça marche d'abord? Ça marche d'abord bien dans les pays nordiques, comme on dit. Et dans le nord, je mettrais l'Allemagne, mais aussi la Suisse qui est juste à côté. Ou l'Autriche et naturellement la Finlande et le Danemark. Ouais. À chaque fois des spécificités, évidemment. Et dans ces pays-là, le premier critère qui apparaît quand on regarde tous les critères, eh bien, c'est l'insertion précoce des jeunes dans le monde du travail et l'insertion comment dirais-je, le travail tardif des anciens, qui reste longtemps. Donc il faut garder les seniors le plus longtemps possible. Donc on a fait en France tout le contraire. Tout le contraire. Puisqu'on a allongé la durée des études et on a pris des retraites plus tôt. Je prends un exemple, un chiffre très clair, c'est la proportion des... Et là c'est un petit peu une nouveauté entre guillemets que j'ai mis en évidence, c'est qu'il ne faut pas regarder les 15-24 ans seulement, il faut regarder de façon plus précise les 15-19 ans. Chez nous, il y en a moins de 10% qui sont en insertion, qui sont en général en situation d'échec scolaire. Donc on renvoie vers l'apprentissage, qui ailleurs est une filière noble, la moitié des ingénieurs en Allemagne passent par l'apprentissage. On le renvoie comme une structure d'échec et de relégation. Alors que chez nos voisins, comme l'Allemagne ou la Suisse qui a 4% de chômeurs, hein, eh bien, il y a un jeune sur deux qui, entre 15 et 19 ans, est en situation d'insertion. Mais avec une insertion qui est placée, qui coûte beaucoup moins cher à l'État qu'en France, et en Suisse ou en Allemagne, il coûte beaucoup moins cher qu'en France, parce qu'il est placé sous la responsabilité des entreprises. Et donc, quand elles investissent sur un jeune, ça leur coûte plus cher, mais elles mettent le paquet et le résultat est là. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors justement, puisque vous évoquez le problème du chômage des jeunes et de l'insertion, le taux de chômage des jeunes en France est le double de celui de l'Allemagne. Comment vous expliquez cette différence? Mais justement, il faut toujours regarder le taux d'emploi par rapport à ceux qui se présentent sur le marché du travail. Quand on dit taux de chômage, il faut regarder sur 100 jeunes dans la rue. En France, sur 100 jeunes dans la rue, il y en a en gros 60 qui font des études, donc par définition, ils ne sont pas chômeurs. Ils le seront peut-être que ce sera des futurs surdiplômés hein, et des gens qui seront des frustrés. Ils seront peut-être chômeurs parce qu'ils font des études. Oui, enfin, pas complètement, parce que c'est tout le paradoxe. On vous montre depuis des années que le fait d'avoir un diplôme protège du chômage. Hein. Et en réalité, ce n'est pas complètement exact. C'est qu'il protège de moins en moins et il exclut de plus en plus. Hein, moins un diplôme vaut, plus il est nécessaire de l'avoir. Donc celui qui ne l'a pas ne vaut plus rien, quoi, en quelque sorte. Et donc, avec celui qui l'a, ça vaut de moins en moins. Le bac, aujourd'hui, c'est pas mieux que le certificat d'études il y a très longtemps. C'est peut-être moins bien. Au regard des savoirs, de la maîtrise des savoirs de base, écrire, lire et compter. Mais donc, le chômage des jeunes, il faut le calculer sur les 40% qui se présentent sur le marché du travail, 60 qui font des études en France. Bon, 40%, le quart de 40, ça fait 10. Donc finalement, il n'y en a que 10 jeunes sur 100 dans la rue qui sont au chômage en France. Le vrai chômage des jeunes, c'est 10%. Le vrai chômage, c'est 10%. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs, de cette manière, puisque c'est que la moitié, un peu moins de la moitié de ceux qui ne savent pas lire, écrire et compter. Donc on peut se dire, tant mieux, on a réussi à absorber dans le monde du travail, dans les petites entreprises notamment, les moins de 20, hein, par l'apprentissage et autres, ou l'insertion de la qualification sur le tas, des gens qui ne savaient que lire, même pas lire, écrire et compter, mais qui avaient un minimum de savoir-être, de comportement, qui étaient prêts à se lever le matin, etc., respecter des horaires ou une autorité. Alors que les 10% restants, naturellement, s'ils ne sont pas employés, c'est qu'ils ne sont pas employables dans l'État. Donc on ne se sortira pas. Il y a un problème d'éducation qui renvoie aux familles, pas simplement à la société qui est responsable. On ne veut pas poser ce problème en France chez nous. Alors si je reviens sur l'Allemagne... Ce problème d'éducation, il est, selon vous, très en amont, hein, au niveau de l'apprentissage primaire. Ben, on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'école. Et là, il y a une spécificité française qui est politiquement incorrecte à évoquer, mais moi je dis toujours qu'il ne faut pas laisser le monopole des bonnes questions à ceux qui apportent les mauvaises réponses, c'est que si vous voulez que l'intégration se fasse dans les écoles, il ne faut pas mettre des jeunes qui sont à 80% d'enfants, de parents non francophones. Alors, il y a des quartiers où on a concentré les handicaps. Moi-même, j'ai vécu au Muro quand j'étais jeune. Déjà, c'était difficile à l'époque, mais aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Donc, en tout cas, il y a des handicaps très profonds. Et comme je l'ai expliqué par ailleurs, donc c'est un vrai problème qui explique pourquoi d'ailleurs je suis pas complètement... Je suis plutôt un social avant d'être un libéral, hein, parce qu'on ne peut pas laisser faire le marché. Et il y a un problème aujourd'hui dans les grandes villes et dans les périphéries de maîtrise du foncier, de construction de la mixité sociale qui suppose un pouvoir fort, responsable et qui s'intéresse au long terme, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors revenons sur l'Allemagne, où il pourrait y avoir aussi ce genre de problème, et ils sont un peu différents là-bas pour d'autres raisons. En Allemagne, comme il y a la moitié des jeunes en apprentissage, eh bien, il y en a 6 au chômage, sur le taux de chômage sur les 50, mais ça fait donc 12%. C'est-à-dire, chez nous, on avait 25% des jeunes au chômage, le quart. Chez eux, ils sont à 12%, mais en fait, c'est 6 sur 50, ça fait 12 sur les 100, hein, en pourcentage, si vous voulez. Mais c'est que 6 sur 100 parce qu'il y en a la moitié qui sont en insertion. Donc il y a 6 chômeurs, il y a un chez problème, nous 10.
il y a le problème de la formation, le problème de l'apprentissage, mais aussi en France, le problème de la surabondance de diplômés. Et en même temps qu'on a cette surabondance de diplômés, une pénurie de ce que vous appelez des professionnels. On sait bien aujourd'hui qu'un jeune qui veut trouver un emploi, qui accepte d'être mobile, il se présente aujourd'hui dans une industrie quelconque, il accepte de devenir tourneur, fraiseur, chaudronnier, et il va trouver un emploi, on va le former, on va même le payer pour le former. Et il sera payé 2000 € assez vite en fonction de sa compétence, parce qu'on en manque. Ce qui est rare est cher, et ce qui est abondant devient bon marché, surtout s'il y a une surabondance. Une survalorisation des formations intellectuelles et abstraites. Mais dans un pays où naturellement il y a un mépris du technique, des professionnels et du service, c'est pas surprenant là de ce point de vue-là. On a survalorisé, on a plaqué dans toute la société le modèle de l'enseignement général. C'est-à-dire que le plus lettré, le plus diplômé, au top du top, c'est l'agrégé, ou celui qui sort de normal supérieur. C'est celui-là qui est c'est comme la Chine des mandarins, d'une certaine manière. Hein. Et donc, on méprise tout ce qui est en dessous. Quand vous voyez qu'à la télévision, il y a des gens qui vous disent « je vous parle en tant qu'intellectuel », comme si les autres ne pensaient pas. Donc toujours, moi, je trouve que c'est ridicule et absurde et qu'il faut plutôt écouter le bon sens des gens qui ont une expérience, qui fait défaut. Et c'est un des messages que je montre dans ce livre, c'est qu'on ne va pas trouver de solution d'en haut au problème de l'emploi. On sait qu'il y a des solutions en termes d'éducation, mais qui supposent une explication, parce qu'on n'imposera pas des réformes, qui supposent de retirer aussi à nos partenaires sociaux, à nos syndicats d'enseignants, etc., donc, retirer une partie de leur gâteau, finalement, de ce qui les fait vivre et qui nous conduit tout droit à une catastrophe qu'on vient d'évoquer. Et ça, on ne fera que si on permet des expérimentations, si on cesse d'agir d'en haut, et si on laisse plutôt aux territoires, aux régions, d'expérimenter. Il y a des territoires en France où l'enseignement marche mieux qu'ailleurs. Vous êtes opposé fondamentalement aux solutions centralisatrices que vous appelez jacobines, et plutôt à l'expérimentation locale. Absolument, et en général d'ailleurs, même si on agit d'en haut, c'est bien d'expérimenter avant de généraliser. On a fait les 35 heures à tort ou raison, mais on n'a pas expérimenté. C'est même chose quand on a fait le RSA. On a soi-disant expérimenté, mais on n'a pas entendu le bilan de l'expérimentation. Et à chaque fois, on se plante pour les mêmes raisons. Et surtout, c'est la manie qui consiste à penser que ceux qui nous gouvernent sont plus intelligents que les autres, sortent des meilleures écoles, et de Bercy, regardent la France à la jumelle, comme auparavant c'était de Versailles, et penser qu'on va trouver comme ça des solutions, alors que, j'aurais expliqué, mais pourquoi vous imaginez des choses d'en haut qui ne marchent pas, alors que d'en bas, il y a un tas de choses qui marchent pour l'emploi, pour l'insertion des gens qui sont considérés comme même inemployables. Je racontais dans mon livre précédent, La France des bonnes nouvelles, l'histoire de Pierre Choux à Dijon. Il prend des gens inemployables, il les remet en selle dans l'emploi marchand, par des emplois d'avenir sans avenir, et ensuite, même si ça coûte 6 000 € à la collectivité, ce qui est beaucoup moins que la plupart des dispositifs publics, eh bien ensuite, ça rapporte 2 fois plus en charge et en prélèvement. Donc, moi, je suis optimiste si on change complètement de méthode de gouvernance, en quelque sorte, et de forme d'élite. Alors, il y a un autre point sur lequel vous insistez, c'est la question des incitations. Aussi bien du point de vue des salariés que du point de vue des entreprises, il y a un problème de désincitation au travail ou à l'emploi en France. Ben oui. D'abord, une première remarque que j'avais faite depuis longtemps, c'est qu'on n'est pas imposé sur le temps libre. Et que les inégalités de temps libre dans ce pays sont telles qu'on devrait corriger les inégalités. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais à l'origine, comme vous le savez peut-être, de l'idée des heures sup non imposables, même si elle a été mal appliquée. Moi, j'aurais mis des charges. Mais faire en sorte que l'intérêt bien compris des cigales, c'est qu'il y ait le maximum de fourmis actives. Plus les fourmis s'activent, mieux les cigales vivent. Pour pousser les gens à travailler. Les gens qui travaillent. Or, aujourd'hui, il y a une désincitation marginale au travail. On parle même de vous prendre tout passer un certain seuil. Je suis d'ailleurs pas opposé quand si le seuil est fixé effectivement à 1 million d'euros. Mais il y a une désincitation marginale au travail aujourd'hui, y compris des parents qui ont des enfants et qui sont taxés finalement plus que ceux qui n'ont pas d'enfants. Vous savez, là, je me suis battu aussi pour la politique familiale. L'investissement en capital humain, c'est important. Il faut aider les parents qui ont des enfants à les élever dans les meilleures conditions possibles. Or, il y a une paupérisation des enfants, des familles avec enfants qui est montrée depuis longtemps, mais tout le monde s'en tape parce que finalement, les enfants, ce n'est pas des électeurs. Donc, j'ai proposé, dans la même logique, qu'on abaisse l'âge de la majorité électorale. Finalement, quand vous avez 16 ans, vous engagez plus votre avenir pour voter que quelqu'un qui est nonagénaire, et qu'on amène dans les retraités pèsent moins dans les décisions politiques. Ben oui, en tout cas, qu'ils ne pèsent pas autant qu'ils ne pèsent.
Parce qu'actuellement, on s'intéresse d'abord aux électeurs et à ceux qui votent. Donc, comme les anciens sont plus fidèles au vote que les plus jeunes, donc il faudrait inciter. Je vais même dans la même logique pour proposer qu'il n'y ait non pas une amende à ceux qui votent, pour ceux qui ne votent pas, comme en Belgique, mais qu'on donne une espèce d'exit fiscal, pas d'exit fiscal, mais de bonus fiscal à ceux qui accomplissent leur devoir de citoyen. Donc, moi, je faut plutôt aller dans le sens du positif, d'encourager les vertus. Mais quand même, Michel Godet, comment lutter contre ce chômage? Vous dites que vous avez la voie pour revenir à 5% de chômeurs dans un pays qui n'a plus de croissance. Comment fait-on sans croissance? Quels sont les leviers sans croissance? D'abord, la moitié, nous, le quart de notre PIB, c'est les exportations. L'Allemagne, c'est la moitié de sa croissance qui vient des exportations. Mais pour exporter, il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faut être moins cher. L'industrie ne crée plus beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, l'industrie s'automatise. Mais 90% des emplois qui se créent dans les services. Mais si on n'est pas compétitif dans les services, on ne sera pas compétitif dans les biens non plus, industriels ou pas. Puisque vous savez que l'avenir est au quaternaire, ce qu'on appelle. C'est-à-dire vendre des services qui incorporent des biens, comme Michelin quand il loue des pneus à l'usage. Ce qui vend d'abord un service, s'il n'est pas compétitif sur le service. C'est ça qu'on n'a pas compris chez nous. C'est bien dans les services que vont se créer les emplois. Oui, et c'est les services, c'est notamment les services aux personnes, mais aussi aux entreprises. Et le coût du travail est trop élevé chez nous. On a des SMIC les plus élevés. Alors c'est ça qu'on ne veut pas reconnaître, c'est que le salaire, le salaire minimum est trop élevé en France. Alors en Allemagne, il n'y en avait pas, il va y en avoir un, mais il va être quand même encore 15% inférieur au nôtre. Donc de ce point de vue-là, il y a une vraie question qui se pose, c'est qu'il faut arrêter d'un côté de donner des revenus sans contrepartie d'activité, comme le RSA, parce que finalement c'est un échec, le RSA comme l'était le RNI auparavant, et qui traduisent un sentiment d'injustice pour ceux qui sont au SMIC. Ils ont l'impression que ceux qui sont sans activité ont presque des revenus comparables aux leurs, compte tenu de tous les avantages connexes, surtout s'ils font un peu de travail au black, qui se développe à chaque fois. Vous avez vu que d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'on augmente la fiscalité, ça réduit les activités, parce que les gens, il y a une forme d'adaptation du marché, entre guillemets, aux réalités fiscales. Donc quand la pression fiscale est trop forte, le travail disparaît. Il disparaît ou il prend d'autres formes moins visibles. On désincite les gens, ou on les incite à mettre au noir ceux qui auparavant étaient au blanc ou au gris. Donc c'est malsain. Je crois qu'il faut bien distinguer ce salaire minimum et ce revenu minimum. Moi, je suis, soyons clairs, pour un revenu minimum d'activité, payé par la collectivité. Ce n'est pas aux entreprises d'assurer la fonction de redistribution sociale. Il faut donner un complément. Les entreprises libres, il faut les libérer. Oui, il faut les libérer, sans doute. Mais il faut procéder là encore par expérimentation. La redistribution sociale doit passer directement par l'État et pas par les entreprises. Exactement. C'est la fonction centrale de l'État, parce que dans un pays où il y a trop d'inégalités, eh bien, c'est insupportable. Donc il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas d'harmonie sociale suffisante pour être propice à la créativité. Et c'est un des résultats de l'analyse de départ que j'ai faite, c'est que finalement, j'ai découvert moi-même, ce n'était pas mon idée a priori, que la dépense publique, pourvu qu'elle contribue de manière efficace, et pas avec des gaspillages d'emplois fictifs dans les administrations territoriales et autres, mais si elle contribue à faire des redistributions qui corrigent les inégalités, elle peut être propice à l'innovation, à la dynamique des territoires. Et je vous rappelle qu'il y a 30 ans, on avait un SMIC territorialisé en France, parce que vous pouvez vivre avec le SMIC dans le Cantal aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre avec le SMIC en Ile-de-France. Il y a le coût du logement, il y a des conditions. Donc, il faudrait tenir compte des réalités pour avoir une politique un peu plus adaptée, mais là encore, il faut le faire de manière expérimentale. Michel Godet, vous aimez bien les formules, vous dites qu'il faut faire confiance aux magiciens de la croissance. Qui sont ces magiciens de la croissance? J'allais dire que c'est vous, les entrepreneurs, mais aussi tous ceux qui, même s'ils n'entreprennent pas, accompagnent tous les acteurs qui sont autour de la dynamique économique et sociale de ce pays, tous ceux qui aident un village à renaître, comme je l'avais montré à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, ceux qui aident un CFA, j'avais montré à Ploufragan le CFA de Saint-Brieuc qui était en plein déclin et qui sur 20 ans, ça met une génération aussi, qui sur 20 ans peuvent Est-ce que dans ses voeux, François Hollande, quand il a parlé d'un pacte avec les entreprises, d'après vous, a compris ce rôle des magiciens de la croissance? Écoutez, rien n'interdit de l'espérer, puisqu'il a émis des vœux positifs. Le problème, c'est que quand vous dites demain, je vais être gentil avec tout le monde, et que vous ne dites pas avec qui vous allez être méchant, parce que quand on fait des cadeaux aux uns, il faut bien trouver le financement par ailleurs. Comme il n'y a plus un rond dans la caisse, on ne nous a pas encore dit qui allait payer, parce qu'on est à 3 mois des élections. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas complètement rassuré. Vous n'êtes pas rassuré, mais... Parce qu'il faudrait augmenter la CSG, par exemple, des retraités. Et ça, on ne va pas le dire, à 3 mois des élections, puisque c'est eux qui votent. Puis ensuite, il faudrait l'augmenter pour tout le monde. Parce que comme on n'a pas le courage d'avoir fait, comme d'autres pays, une forme de dévaluation compétitive par l'augmentation généralisée de la TVA, qui était un moyen, comme vous le savez, de pénaliser aussi les produits importés.
faire payer donc les charges, pas simplement aux travailleurs en France, mais aussi aux produits importés. On ne l'a pas fait parce que c'est une idée qui venait de Sarkozy, qu'il n'avait eu qu'à la fin de toute façon. Donc ce n'était pas son idée. C'est dommage qu'il en ait fait de ne pas l'avoir du tout. Alors votre livre, je l'ai dit, c'est un livre très documenté, c'est pas simplement un livre d'intellectuel, c'est un livre de propositions. Et d'ailleurs, vous faites, en épilogue de ce livre, 20 propositions concrètes. Alors on ne peut pas insister sur les 20, il faut lire le livre, bien entendu. Les 3 que François Hollande pourrait mettre en œuvre, là, lesquels vous choisiriez lesquels? Vous me demandez de faire un choix dans une liste que je n'ai pas en tête par cœur, donc je vais le faire de manière... Les 3 qui vous viennent à l'esprit. Les 3 qui me viennent à l'esprit. Moi, je crois qu'il faut quand même s'attaquer à la dépense publique, puisqu'on sait qu'on a 11 points de dépense publique de plus que l'Allemagne par rapport au PIB. 57%, l'Allemagne 46%. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. C'était l'Allemagne qui avait 10 points de plus que nous. Donc, c'est réversible. Mais il y a des efforts. Ils ont 2 fois moins de fonctionnaires par 1000 habitants. Mais en matière d'emploi, par rapport aux entreprises, par rapport aux entrepreneurs, par rapport aux magiciens de la croissance. Il faut baisser la dépense publique. Il faut donner l'exemple. On ne peut pas demander aux autres. Les entreprises, elles ne vont pas embaucher par décret. Elles vont embaucher que si elles ont des besoins, que si elles ont retrouvé la confiance. Alors il y a une proposition que je n'ai pas mise aussi. Il faudrait cesser l'insécurité juridique et fiscale. Comment voulez-vous qu'on vienne investir en France quand on ne sait pas quelles vont être les règles du jeu dans les 6 mois à venir? Comment voulez-vous, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui à Amiens, dans le domaine du pneumatique, qu'on a envie d'investir dans un pays où on met les patrons qui sont pris en otage par les syndicats? C'est des méthodes de kidnapping qui mériteraient la prison. En tout cas, quand elles sont produites dans la société civile, c'est ce qu'on fait normalement dans un pays normalement régulé. Donc là, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut retrouver un État fort, un État puissant, mais je crois que le meilleur moyen de rendre service à un pays pour un gouvernant, c'est d'abord de dire je ne suis pas là pour préparer ma réélection, je suis d'abord là pour servir l'intérêt général. Et malheureusement, la France manque de ce type de dirigeants. Michel Godet, libérer l'emploi pour sauver les retraites. Nous n'avons pas eu le temps de parler des retraites. Michel Godet, merci beaucoup. Merci.